le chronotype Belle Époque, Dominique Khalifa nous a parlé de son histoire. Moi, je commencerai par un petit jeu de mots. L'anticipation n'est pas née à la Belle Époque, mais la période 1870-1930 est sans doute la belle époque de l'anticipation, avec une abondante production de textes et d'images imaginant les temps à venir. Et à propos des fictions courtes publiées dans la presse, Jean-Luc Buard décrit un corpus immense où s'activent des centaines de producteurs au groupe des milliers de textes empruntant d'innombrables circulations différentes à travers des supports papier que sont les périodiques, journaux, magazines et revues, ainsi que les livres. Donc nous devons être à la troisième image. Voilà. Nous resterons modestes par rapport à cette immensité en examinant la circulation médiatique de 4 textes courts relevant du genre anticipation. Sans doute que ces textes ont une générosité qui est davantage lectoriale et tardive qu'autoriale et éditoriale. Ces textes ont été publiés entre 1883 et 1913 et repris plusieurs fois. Néanmoins, ils sont quasiment tombés dans l'oubli, tout comme leurs auteurs. La postérité littéraire est parfois incertaine, mais pas toujours injuste. Donc, dans un premier temps, je vais présenter la circulation médiatique de ces textes en m'interrogeant sur les éventuelles différences de réception dues au support et aux dates de lecture. Et puis, dans un second temps, je mettrai ces textes face à la notion de viralité. Donc, le premier texte, donc là, je suis déjà passé à la diapositive 6. Donc, le premier texte de Catulle Mendès s'intitule Au XXIe siècle. Il est extrait d'un recueil qui s'appelle Pour lire au bain. Et ce texte met en scène 2 adorables épouses homosexuelles revenant de leur voyage de noces et se promenant dans Paris. L'une des deux reconnaît une amie de pension et propose de l'inviter à un bal. La seconde se récrie surtout pas, c'est un homme qu'elle a épousé. Donc ce texte est publié le 9 mars 1883 dans le Giblat. Le Giblat, à propos duquel Émile Zola disait que son succès dépendait des histoires grivoises, des polissonneries qui étaient publiées à l'intérieur du quotidien. Donc vous avez sur la diapositive 7 la citation complète. Le recueil Pour lire au bain est publié entre le 31 janvier 1883 et le 25 mai 1883 avec un rythme de publication qui semble échapper à toute logique. J'ai pu repérer des écarts de 4 à 14 jours entre les différents segments publiés du recueil. Et on trouve aussi dans le périodique des textes signés Catulle Mendès sans aucun lien avec le recueil. Donc il semblerait que la visibilité limitée du recueil soit particulièrement faible aux yeux des lecteurs du journal et que la seule unité envisageable soit l'extrait. Donc vous avez sur la diapositive 8 quelques images de la première publication dans le Giblat. Le support médiatique invite les lecteurs à lire la nouvelle au sein d'un environnement marqué par l'hétérogénéité des discours et des régimes de production, des temps et des genres de la fiction, des temps et des écritures de l'actualité, signe de ce que Catherine Nesky appelle l'hybridité du support. Le lecteur du quotidien se trouve simultanément face à un fragment du recueil avec 3 nouvelles. Vous devinez le nom effeuillé pour la nouvelle numéro 14 et puis au XXIe siècle la nouvelle numéro 16. Le recueil est éclaté dans sa publication dans la presse sur près de 4 mois. Il y a 114 jours entre la première publication du péritexte octorial et la dernière publication, sans qu'il y ait jamais de suite annoncée par un traditionnel, la suite à demain. Dernier élément, l'unité que forme le numéro, dans lequel se côtoient plusieurs fictions et des textes d'actualité. Donc le lecteur est confronté à un ensemble tout à fait hétéroclite. Donc sur la diapositive 9, vous pouvez voir le numéro de la Revue populaire du 20 mars 1883, dont le rédacteur en chef n'est autre que Catulle Mendès. Et son texte est là signé d'un pseudonyme, Jean qui passe. Donc un masque qui est mis sur le texte. La nouvelle est accompagnée de mêmes nouvelles que dans la publication précédente, et l'environnement éditorial est différent car il est moins marqué par l'actualité. La Revue populaire accueille essentiellement de la fiction sous forme de nouvelles. Dans ce numéro, nous allons pouvoir trouver par exemple un texte de François Copé, des romans feuilletons,
Jules Claretti publie à l'intérieur de cette revue, ainsi que Maupassant ou Émile Zola. On trouve aussi des récits de voyage, ainsi que des jeux et des annonces. L'unité du recueil pour lire Robin est ici respectée et prend la forme d'un feuilleton. Chaque semaine, les lecteurs vont pouvoir lire un extrait dans l'ordre des nouvelles du recueil, indiqué par la numérotation. Et le fait que ce soit publié en revue, ces revues souvent sont reliées et donc vont former un ensemble qui est peut-être moins hétéroclite que celui formé par la succession des journaux. La revue se donne comme cible le peuple et se veut un recueil de belle littérature. Donc une coloration sans doute différente de la première publication en termes de lecture. On s'éloigne peut-être de la polissonnerie dénoncée par Émile Zola. Sur la diapositive numéro 10, le texte est ensuite publié là véritablement sous la forme du recueil, du volume, illustré de 150 dessins de Fernand Beignet. Vous voyez le mariage homosexuel sur la vignette. Les destinataires sont définis. N'est-ce pas que l'heure du bien est pour vous exquise parisienne, l'heure charmante entre toutes, plus charmante même que celle? Et l'auteur s'arrête là, laissant vagabonder l'imagination du lecteur. Le péritexte va fixer des modalités de lecture qui sont annoncées par le titre du recueil, un ouvrage qu'on lit seul, dans son bain, et une œuvre digne d'être feuilletée par vos jolis doigts mouillés devrait être pareille à votre rêverie elle-même, et à continuer sans la distraire, ce qui explique les 50 courtes nouvelles qui composent le recueil. Le gibelin était plutôt destiné à un public masculin, la revue populaire a un large public populaire. Le recueil se donne comme destinataire une femme parisienne de la bourgeoisie, avec pour objectif de soutenir sa sensualité avec une œuvre mondaine, poétique, perverse par instant, chaste et pouvant provoquer le rire. Au XXIe siècle, offre plusieurs de ses caractéristiques, le caractère mondain avec les lieux et les personnages mis en scène, la chasteté avant le mariage et la chute, le sourire de la chute. Le texte va connaître plusieurs autres éditions. Donc, vous avez un exemple sur la vignette numéro 12. Donc, par exemple, dans la collection Auteurs célèbres aux éditions Marpon et Ernest Flammarion, qui ne porte pas de date, mais qui serait de 1888 selon le dépôt légal à la BNF, toujours avec les illustrations de Beignet, puis en 1897 dans la collection La Vie populaire. Le recueil semble ensuite, vignette suivante, sur la diapositive numéro 12, la vignette suivante, le recueil semble édité en grande partie dans le supplément littéraire de la Lanterne en 1901. En revanche, à cette dernière étape de la circulation médiatique à la Belle Époque, le recueil perd toute unité. Les nouvelles ne sont pas publiées dans l'ordre du recueil. Par exemple, la 10e nouvelle paraît le 27 août 1901 et la 50e a été publiée 10 jours plus tôt. La reprise de la nouvelle qui nous intéresse, toujours sous le titre « Au XXIe siècle », paraît dans le supplément le 20 avril 1901 sans aucune référence au recueil. La numérotation a disparu, comme on peut le voir sur l'image. Et auparavant fragmenté au cours de sa circulation médiatique, le recueil, lui, s'éclipse totalement et le texte s'est autonomisé. Donc, premier phénomène de circulation médiatique. Deuxième phénomène avec le texte Un repas en 1900 d'Alfred Capu, qui connaît de multiples reprises. Celui qui a connu le plus, une circulation la plus importante parmi les textes de notre corpus. Quand j'ai pu repérer 14 éditions avec variantes entre 1892 et 1913, et de plus, il s'agit d'une réécriture de L'eau à Paris, qui est publiée en gaulois en 1889, mais qui ne comportait pas d'anticipation. Il va y avoir différentes éditions entre 1889 et 1892 avec des versions avec anticipation, mais des anticipations qui sont un petit peu différentes de Un repas en 1900. Donc peut-être une vingtaine de versions avec des évolutions dans le titre ou dans le contenu du texte. Donc dans un futur proche, l'eau pure est devenue extrêmement rare et onéreuse. Et quand un client en 1900, donc quelques années après la publication de la nouvelle, un client commande une bouteille du cru 1893, on trouve aussi la date 1872, dans un grand restaurant des boulevards parisiens, il va créer une émotion parmi le personnel et les clients.
tous les supports médiatiques imprimés de l'époque vont accueillir cette nouvelle. L'Illustration, qui est une revue hebdomadaire, des volumes comme Monsieur veut rire, à la librairie Ollendorff en 1893, et une circulation médiatique qui va se poursuivre pendant environ 25 ans. Donc, sur la vignette numéro 13, vous voyez l'évolution du titre. Donc un repas en 1900 dans l'édition qui est surtitrée La Petite Comédie, un repas en 1910, un repas en 1920, et puis on va avoir des variantes en 1930, entre un repas en 1930 et en 1930. Le texte est aussi recueilli dans plusieurs recueils qui portent des titres différents parce que les contenus sont différents. Monsieur veut rire en 1893 déjà cité, ou Histoire de Parisien en 1907, ou l'une des dernières publications dans Ceux qui font rire, sous le titre Un repas en 1930, en 1912 pour la publication. Donc une forme d'élasticité du temps. Sur la vignette numéro 14, j'ai représenté en bleu l'écart entre le point d'origine diégétique et la date de parution, et en rouge l'écart entre la date indiquée dans le titre et la date de lecture et de parution. Donc au moment de l'édition de 1892-1893, est en train de se construire l'aqueduc de Lavre, et Alfred Capu va intégrer cette construction en indiquant que l'eau pure dont il est question vient de Lavre, et vient de Lavre avant la captation par l'aqueduc visant à alimenter Paris. Pour ce qui est du temps de la diégèse, il est situé en 1900, puis 1910, 1920, 1930, et au fil de la circulation du texte, le point d'origine diégétique 1892 pour la plupart des versions s'éloigne dans le passé pour atteindre un écart de 20 ans en 1913, alors que le cadre de l'histoire, le cadre contemporain de l'histoire, 1900, 1910, 1920, va se fixer, et un éditeur va même reprendre le texte original après 1900, donc en 1913. Le texte n'est plus une anticipation, devenu une sorte de rétrocipation, un effet de recontextualisation qui va sans doute modifier la réception et qui nous conduit dans un futur antérieur qui n'a pas eu lieu. Les deux textes suivants, que vous avez sur la diapositive numéro 15, s'intitulent Une affaire de viol en l'an 2000, publié en 1899 sous ce titre, sous la signature d'Alphonse Crozière, puis repris en 1909, donc 10 ans après, dans La Lanterne, sous le titre Le Tribunal de l'avenir, et sous la signature de Pierre Chanteloup. L'auteur va utiliser à plusieurs reprises une sorte de stratégie de placement de ses textes, avec un décalage de quelques années, avec stratégie dans laquelle il a recours au masque du pseudonyme et à la modification de titre, une sorte d'art de faire du neuf avec du vieux, ce qui lui permet d'assurer une sorte de diffusion, peut-être viralité est un peu exagérée, mais en tout cas une diffusion de son œuvre par des reprises qui se masquent derrière ces modifications. L'histoire des 11 derniers de Pierre Mille va nous emmener au tribunal. Une femme fait sauter la cervelle de son mari, elle est jugée, elle est acquittée, et puis l'acquittement ne plaît pas à tout le monde. Donc dans la première version, un ami du défunt vient exécuter la meurtrière. Il est ensuite tué par l'amant de la femme, qui est tué par la femme de l'ami du défunt, etc., etc. Une vendetta épouvantable qui conduit à ce qu'il ne reste plus que 11 personnes en France, ce qui est insuffisant pour constituer un jury. Le texte va être repris en 1919 sous la forme et le titre Histoire futuriste dans le journal. Et ici, on assiste à un autre phénomène de reprise avec une amplification de la fin qui veut donner, par des savants de l'avenir, une explication à la saignée qui a eu lieu dans les années 1910-1920, au début du XXe siècle. Ces savants de l'avenir ne savent pas exactement préciser la date, mais on a reconnu la Première Guerre mondiale. Et il va donner, ce savant de l'avenir des îles Hawaï va donner comme explication justement cette vendetta.
Enfin, le texte va apparaître sur la vignette numéro 16 en 1943, de nouveau dans le journal, dans une rubrique qui s'appelle Page d'hier, le vieux est désormais véritablement vieux. Donc dans la circulation médiatique, il y a eu un phénomène de vieillissement du texte. Je passe à la vignette numéro 18, donc avec une définition de Julien Longhi, reprise d'un article de Beau Visage et autres, sur la définition de la viralité. Donc, avec quelques éléments qui peuvent nous intéresser, la concentration temporelle de l'attention sur un contenu, la circulation de ces contenus et des mécanismes de contagion d'un individu à l'autre. Pour ce qui concerne les nouvelles, le troisième paramètre est sans doute difficile à appréhender. Pour le second, j'ai essayé de vous montrer quelques dispositifs éditoriaux et octoriaux qui favorisent la circulation médiatique de ces textes. Voilà, qu'en est-il de la concentration temporelle de l'attention sur un contenu ? Au XXIe siècle, dans sa dernière étape, c'est d'autonomiser du recueil. Le texte est reproduit sans référence au sein du quotidien. Et là, la source, au sens bibliographique du terme, du texte s'éclipse. L'une des caractéristiques de la viralité est l'ignorance de l'origine du phénomène. Donc, peut-être un petit indice de viralité. Pour un repas en 1900 et ses déclinaisons, j'ai rappelé l'actualité de la construction du viaduc, et peu à peu cette actualité va devenir histoire, puis sans doute oubliée de la plupart des lecteurs. Voilà, je pense que si je vous avais interrogé sur la date de la construction du viaduc de Lavre et du aqueduc, moi personnellement je ne savais pas à quelle date exactement il avait été construit et terminé. Donc la source thématique du texte s'estompe au profit d'autres lectures, et un autre point de l'actualité va apparaître dans la dernière réplique du texte. Vous les avez avec la mention du prince de Galles ou du roi des Belges, qui représente le consommateur qui vient acheter cette bouteille d'eau pure. La mention du roi des Belges, on la trouve uniquement entre 1907 et 1909. Léopold II est mort en 1910. Et après la mort de Léopold II, Alfred Capu revient à la première version qui mentionne le prince de Galles. Et c'est la version qui est la plus souvent reprise dans les recueils. Donc le texte a été répliqué, mais adapté au contexte ultra contemporain, celui de l'actualité qui est raconté par le quotidien d'information. Nous allons passer à la diapositive numéro 21. Donc quand une affaire de viol en l'an 2000 se masque derrière le tribunal de l'avenir, le texte reste identique. Mais il va prendre une forme un petit peu différente en termes de place. Il est intégré pour le tribunal de l'avenir complètement dans le corps du journal, et on peut même voir une publicité, cela m'a amusé, sur l'impuissance masculine. Le tribunal de l'avenir, on nous raconte en fait le viol par un jeune homme, le viol d'un jeune homme par une femme qui abuse de sa faiblesse. Donc il y a un renversement des caractéristiques les plus souvent reconnues dans la chronique judiciaire de l'époque et sans doute encore aujourd'hui. Le texte, les 11 derniers, dont vous pouvez lire la fin sur la diapositive numéro 22, donc ne peut voir sa fin modifiée qu'en fonction des événements historiques. Donc une intégration, une contamination de la fiction par l'actualité. La saignée humaine de la Première Guerre mondiale va permettre à Pierre Mille d'amplifier son texte, d'imaginer une autre fin et de refaire circuler ce texte. Donc nous sommes là face à des phénomènes de contamination de la fiction par l'actualité. L'un des éléments d'explication tient sans doute, j'ai mis la citation sur la diapositive numéro 23, donc tient sans doute au caractère hybride du quotidien. Ce n'est pas nouveau à la Belle Époque, ça a été mis en évidence par exemple par Judith Lyon-Camp dans La lecture et la vie et les usages du roman au temps de Balzac. Le journalisme contamine le roman, le haut du journal déteint sur le bas, le romancier réintroduit du référentiel, de l'actuel, du sérieux en somme, dans le cadre fictionnel. Pourtant, cette contamination peut être dans l'autre sens. Vous avez sur la diapositive numéro 24
un extrait du courrier parlementaire, donc une chronique de l'actualité à l'Assemblée nationale. Et ici est mentionnée l'interpellation du député Hubbard sur la qualité de l'eau de Seine le 24 octobre 1892. Et le journaliste Francis Bocandé va reprendre en fait pratiquement le même texte que celui écrit par Alfred Capu, sans le mentionner, avec cette eau pure du futur qui est devenue extrêmement rare et onéreuse. Donc on voit que les thèmes abordés par les textes témoignent sans doute pour une part de l'imaginaire collectif de la Belle Époque. Au XXIe siècle, évidemment, la société, la situation, c'est-à-dire le mariage homosexuel comme norme, est acceptable car elle se situe dans l'avenir, mais le texte questionne aussi l'émancipation de la femme ainsi que les luttes féministes qui grandissent et remet en cause l'hétéronormativité. La question de l'approvisionnement en eau de la capitale est récurrente, surtout au moment où des travaux sont effectués. Il y a eu les travaux donc, de l'aqueduc de Lavre déjà cités, puis de l'aqueduc de la Vanne et du Loing en 1897 et entre 1897 et 1900, il y a réactivation du texte d'Alfred Capu à ces moments-là. La Belle Époque est aussi l'émergence de la massive des revendications féministes et d'émancipation féminine. Sur la diapositive numéro 25, vous verrez quelques éléments sur cet imaginaire, l'inversion des rôles, dit traditionnel entre guillemets, et qui se décline de manière multimédiatique. On le trouve dans les deux versions des textes de Crozière. On les trouve aussi, par exemple, sous forme de carte postale, ou bien sous forme de cinématographique avec le film d'Alice Guy, les résultats du féminisme. Pour ce qui concerne maintenant, et pour finir, la circulation médiatique tardive, ces œuvres ont été intégrées au corpus anticipation, alors qu'elles étaient au départ avant tout des textes qui se voulaient humoristiques. On va trouver une générosité différente, et je passe sur la diapositive numéro 28. Quand il est publié, quand le texte au XXIe siècle de Capu Monès est publié dans le bulletin des amateurs d'anticipation ancienne, il est publié aussi à l'aune de l'actualité de l'an 2000. Cette nouvelle est spécialement dédiée à une célèbre députée pleureuse et pubénite, Christine Boutin, dont le Pax a fait péter les plombs en pleine Assemblée nationale. Donc, dans la circulation médiatique, il y a des formes de recontextualisation à l'aune de ses préoccupations contemporaines. Et Alfred Capu va pouvoir devenir un précurseur de l'écologie, qui met en garde contre le péril de pénurie d'eau. Sur la diapositive 29, vous verrez quelques exemples de reprises sur le web ou dans une anthologie qui va apparaître en fin d'année. Alphonse Crozière, lui, apparaît dans un tweet de Mathieu Le Tourneux, dans lequel le texte apparaît comme un élément de la culture du viol qui existe toujours. Et dans l'anthologie Autant les femmes régneront, Alphonse Crozière apparaît comme un représentant du masculinisme. Enfin, Pierre Mille, comme d'autres, vont apparaître comme prédisant la fin de la domination de la civilisation occidentale et dénonçant la surdité de la guerre. Pour conclure, dans l'article de Thomas Beauvisage déjà cité, il est fait appel aux propos de Jenkins. Les idées qui circulent et qui survivent sont celles qui peuvent être aisément transformées, car elles pourront être mises à l'agenda de plusieurs groupes ou sous-cultures pour lesquelles elles seront porteuses de sens, mais d'un sens bien différent. Donc, au risque de la surinterprétation, je pourrais sans doute appliquer cette phrase au texte de notre corpus pour ce qui concerne leur circulation médiatique de leur époque, puis de leur circulation médiatique tardive. Ces quatre textes ont en commun d'avoir connu une circulation sans doute plus exemplaire que singulière, et leur réception peut se révéler différente selon le support et la date de lecture. Certaines remarques pourraient sans doute être généralisées à l'ensemble du corpus. Ces œuvres, à travers leur circulation médiatique et de la Belle Époque puis contemporaine, vont faire jouer des contrats de lecture mouvants selon les supports et les conditions de réception,
et sans doute participe pour une part du phénomène de viralité en créant des effets de dissémination, de fracturation et de recomposition des paramètres contextuels lectoriaux. Voilà, je vous remercie.